Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons regarder quelques prérequis nécessaires pour bien attaquer cette séquence 1 de chimie. Donc les prérequis concernent donc les quantités de matière et les transformations chimiques. Donc vous avez normalement vu donc en seconde donc la concentration en masse. Vous avez d'abord vu ce que c'était qu'une solution. Donc une solution est constituée d'un solvant, le constituant majoritaire. Donc majoritairement au lycée, on verra des solutions aqueuses constituées d'eau pour aqua, donc le solvant est dans ce cas-là l'eau, et dans laquelle on a dissous des solutés. Vous avez vu qu'il y avait deux types de solutés, des solutés ioniques, des solutés moléculaires. Donc à partir de là, vous pouvez définir une concentration en masse de ce soluté donc dans le solvant. Donc dans ce cas-là, pour trouver cette concentration en masse, la concentration en masse est notée des fois alors cm selon les manuels, selon les enseignants, ou alors T. Donc l'unité, donc c'est des grammes point litre moins 1, ce qui est exactement la même chose que d'écrire des grammes par litre. Donc grammes slash litre, c'est pareil. Ensuite, pour le volume, vous le mettez en litres, bien entendu, et la masse en grammes. Vous obtenez donc des unités qui sont dans ce cas-là cohérentes. Pour trouver donc une concentration massique, vous avez certainement fait en seconde ce qu'on appelle un dosage par étalonnage. Donc c'est-à-dire que vous faites une échelle de teinte en diluant une solution concentrée connue et vous amenez votre tube à essai donc de concentration inconnue devant cette échelle de teinte pour encadrer en fonction de la couleur donc la concentration massique de la solution recherchée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dosage par étalonnage, puisqu'on va comparer une solution à des solutions qu'on appelle des solutions étalons, connues, avec une concentration bien connue. Ensuite, vous avez défini à partir de ces solutions donc la quantité de matière. Vous avez vu donc en seconde que dans la matière, il y a énormément de molécules, d'atomes, de constituants ou d'entités. Donc on ne va pas les compter par 10, on ne va pas les compter par douzaines comme les œufs, on va les compter par mol. Et la mol, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que c'est un paquet, donc dans lequel on met un certain nombre d'entités, et ce nombre d'entités, c'est le nombre d'Avogadro, qui vaut 602 fois 10 puissance 23, donc c'est un nombre que vous avez déjà vu en seconde. Et donc pour définir en fait donc la quantité de matière, qu'on appelle donc cette note, qu'on note petit n avec une unité en mol, il faut appliquer la formule petit n égale grand N, le nombre d'entités, divisé par Na, la constante d'Avogadro. Alors cette formule-là, vous pouvez la retenir de manière plus simple en disant que en fait, le nombre de paquets, c'est le nombre total d'entités divisé par le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet qu'on appelle la mole. Alors pour faire simple, si vous avez ici 20 tomates, imaginez, et que vous voulez faire des paquets donc de 5 tomates, vous allez obtenir 4 paquets. Donc c'est un peu la même chose pour la chimie et la mole. Pour obtenir le nombre de moles, donc le nombre, ce qu'on appelle nous la quantité de matière en chimie, donc en moles, il faut que vous divisiez un nombre d'entités, donc grand N, par le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet, et ça c'est ce qu'on appelle donc le nombre d'Avogadro. Ensuite, au niveau de la préparation, alors pour préparer une solution, donc vous avez certainement vu qu'il y avait deux étapes principales qui sont la dissolution et la dilution. Donc la dissolution, c'est-à-dire qu'on va dissoudre le soluté dans le solvant. Alors ensuite, ici, vous pesez votre masse à l'aide d'une balance. Vous voyez ici, il y a la coupelle de pesée qui a été tarée. Vous la mettez dans un entonnoir pour éviter d'en mettre partout. Ensuite, cet entonnoir, vous rincez à l'eau distillée sur la coupelle de pesée pour ne pas perdre de matière. Vous rincez ensuite, bien entendu, l'entonnoir et ensuite vous mettez donc du solvant, de l'eau, jusqu'au volume considéré. Bon, si vous le faites avec une fiole, vous verrez, mais ça c'est des détails, qu'il faut le faire en 2 étapes pour bien homogénéiser la solution. On vous dit ici que la masse, c'est la concentration massique fois le volume. Alors j'espère que ça c'est pas une difficulté. En fait, c'est juste cette formule-là est la même que celle-là, sauf qu'ici on a fait le produit en croix. Donc c'est la même formule, sauf que dans ce cas-là, on exprime la masse en fonction de la concentration massique et du volume, alors qu'ici on a exprimé la concentration massique en fonction de la masse et du volume. Ensuite, si votre solution, une fois non préparée, donc vous avez dissous le soluté, si elle est trop concentrée, vous pouvez faire ce qu'on appelle dans ce cas-là une dilution. Donc la dilution, c'est vous prenez une solution mère très concentrée, donc avec une concentration massique et un volume, oui. Donc dans ce cas-là, vous remettez ce volume ici donc, dans une fiole et vous rajoutez du solvant, donc vous rajoutez de l'eau ici, l'eau distillée. Dans ce cas-là, vous voyez bien que si l'espèce est colorée, vous allez voir que la couleur va devenir moins foncée, plus claire. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que vous allez voir cette année, c'est qu'en fonction de ça, on va pouvoir en déduire que la concentration est plus faible.
Donc la concentration massique est plus faible. C'est la même chose en gros quand vous faites votre sirop de grenadine dans un verre d'eau. Vous mettez un peu de sirop de grenadine, donc très concentré en sucre et en colorant. Vous rajoutez de l'eau. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus digeste, beaucoup plus agréable à boire, puisque donc c'est moins concentré en sucre, moins concentré au colorant. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez voir que vous avez ajouté que de l'eau. Vous n'avez absolument pas ajouté de soluté, l'espèce responsable par exemple de la couleur. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous faites une dilution, il y a conservation de la masse de soluté. Donc c'est ce qu'il y a écrit ici. Regardez bien, la masse, c'est T fois V. Donc ici, on n'a que la masse de soluté qui était présente ici dans la fiole avant qu'on mette de l'eau. C'est la même chose que ici, donc la masse quand on a rajouté de l'eau. La seule chose qui change, c'est que la concentration massique de la solution mère est différente de la concentration massique de la solution fille. Mais ça, c'est assez logique, c'est le but de la dilution. Donc retenez bien ça. Donc quand on fait une dilution, il y a conservation donc, de la quantité de matière ou de la masse de soluté. Alors ensuite, on vous donne quelques petits exercices pour réactiver vos connaissances. Donc vous pouvez très bien flasher donc, ce QR code. Donc on vous dit de déterminer en justifiant la solution la plus concentrée en glucose. Donc là vous avez une solution A dans laquelle il y a 2 grammes de glucose dans 1 litre. Et là il y a 1 gramme de solution ici dans 0,25 litres. Donc ici, la plus concentrée, c'est celle qui aura la concentration massique la plus faible, la plus élevée. Pardon. Donc ici, si vous divisez 2 par 1, bah, ça va faire assez facilement 2 grammes par litre, puisqu'il y a 2 grammes dans 1 litre. Ici, si vous divisez la masse par le volume, vous avez donc ici 1 gramme dans 0,25 litres. Donc ce qui vous divisez les deux, alors je vais le faire de tête, mais ça fait 1 divisé par 0,25, ça fait 4 grammes par litre. Mais en fait, c'est assez simple. Si vous avez 1 gramme dans 0,25 litres, c'est-à-dire un quart de litre, vous en aurez dans 1 litre 4 fois plus, donc 4 grammes par litre. Donc c'est bien la solution B qui est la plus concentrée. Ensuite, au niveau des flash tests, quelques petites réponses aux questions assez simples. Donc, une mole représente donc 6,02 fois 10 puissance 23 entités, ça c'est bon. Représente 6,02 fois 10 puissance 23 grammes, absolument pas. Ou 6,02 fois 10 puissance moins 23 entités, ça c'est pas bon, puisqu'il n'y en aura même pas une, donc 10 puissance moins 23 c'est très petit. Une solution aqueuse est un corps pur? Non. Est un mélange? Oui, puisqu'il y a un soluté et du solvant. N'est constituée que d'eau? Non. Si elle était constituée que d'eau, ça ne serait pas une solution aqueuse, ça serait de l'eau pure. Pour préparer 500 ml d'une solution à 2,00 g par litre en sulfate de cuivre, la masse à prélever est... Alors, vous avez ici 2 grammes par litre, ça veut dire que dans chaque litre, il y a 2 grammes. Vous avez 500 ml, c'est-à-dire un demi-litre. Donc si dans 1 litre ici il y a 2 grammes, dans un demi-litre, il y en aura la moitié, c'est-à-dire 1 gramme. Donc il faudra mettre ici 1 gramme. Donc là je le fais de tête pour vous juste parler sur les raisonnements sur les unités. Donc 2 grammes par litre, ça veut bien dire que dans 1 litre, il y a 2 grammes. Donc si vous voulez 500 ml, c'est-à-dire un demi-litre, il vous en faut la moitié, 1 gramme. La solution S est diluée, une solution S est diluée, la solution S' obtenue contient, alors plus de soluté que la solution S, non, moins de soluté que la solution S, non, autant de soluté que la solution S, oui, la seule chose qui change c'est la concentration, mais la masse ou la quantité de matière de soluté n'a pas changé. Ça, c'était le but ici de cette formule ici. Alors ensuite, deuxième chose, on vous parlait de transformation chimique. Donc vous avez dû voir que la transformation chimique, donc on lui associe un modèle qui est la réaction chimique, selon laquelle des réactifs vont donner des produits. On modélise ça donc par une équation de réaction. Donc dans la transformation chimique, il y a des formations de nouvelles espèces. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait conservation donc des éléments. Par exemple ici, si je prends cet exemple-là, regardez bien. Vous avez du zinc solide qui réagit avec 2 ions argent, aqueux, puisque les ions sont toujours en solution aqueuse. Donne du zinc, l'ion zinc, Zn2+, aqueux, plus 2 atomes d'argent solide. Donc là, c'est les états physiques. Ensuite, ici, là, on vous dit que là, vous avez du zinc qui est sous la forme d'un atome, Zn, et après il devient un ion. Donc il s'est transformé. L'atome s'est transformé en ion, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, la fameuse phrase magique. Rien ne se perd parce que le Zn, l'élément zinc, est resté, Zn, Zn. Rien ne se perd, rien ne se crée, donc l'élément zinc ici, il n'est pas apparu du chapeau, il était déjà présent ici, il est présent dans les réactifs, il est présent aussi dans les produits, et tout se transforme, puisque ici c'est bien le zinc, l'élément qui s'est transformé.
Donc ensuite, pour les numéros stoichiométriques, les numéros stoichiométriques, ce sont les numéros que vous pouvez changer devant les éléments. Donc là, ici, 1, 2, 1 ici et 2 ici. Ces nombres stoichiométriques, ils assurent la conservation des éléments et des charges. C'est important. Ici, regardez bien, vous avez un Zn, ça colle. Ici, vous avez 2 Ag, ici, vous avez 2 Ag, ça colle. Donc ça, c'est la conservation des éléments chimiques. Au niveau des charges, dans tous les réactifs ici, vous avez, là, il n'y a pas de charge ni moins ni plus. Ici, vous avez 2 ions Ag+. Chaque Ag+, contient 1+. Donc ici, dans tous les réactifs, il y a 2+. Il doit donc nécessairement y avoir 2+ au global dans tous les produits. Ici, pas de charge. Ici, vous avez Zn2+, il n'y en a qu'un, mais vu que le Zn contient déjà 2+, il y a bien 2 charges plus dans tous les produits. Donc ça code. Ensuite, donc quelques connaissances. Donc là, je vous laisse ici remplir donc ces exercices-là. Donc si jamais vous voulez avoir la correction, vous venez me voir donc pour en corriger assez simple. Alors la méthode est assez simple. Vous devez à chaque fois donc finir par équilibrer les éléments donc dans les molécules qui sont par exemple ici monoatomiques. Pourquoi ? Parce que si vous commencez par celui-là et que vous finissez par celui-là, vous allez être embêté dans le sens où quand vous changez le numéro stoichiométrique sur une molécule où il y a 2 éléments, vous changez donc le nombre donc pour le C mais aussi pour le O. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours finir par une espèce on appelle ça une espèce monoatomique, donc où il y a un seul type d'atome. Donc par exemple ici CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O, vous allez finir par équilibrer O2. Quand il y a des charges, je vous conseille d'équilibrer rapidement les charges, ça va généralement beaucoup plus vite. Alors ensuite, je vais répondre au flash test. Ici, donc, on vous dit, donc, dans cette équation de réaction, donc, on a C2H6O plus C2, CH2O2 donne C3H6O2 plus H2O. Alors, l'eau est un réactif? Non, regardez bien, l'eau est du côté des produits ici. Donc ici, l'eau n'est pas un réactif. C2H6O et CH2O2 sont des espèces qui sont consommées. Alors oui, ce sont des espèces consommées car les réactifs sont consommés et les produits sont formés. Les nombres stoichiométriques sont tous égaux à 1. Effectivement, ici, regardez bien, devant chaque formule brute, vous avez donc des numéros qui sont par défaut pas mis. Donc par défaut, quand il n'y a pas de numéro, ça veut dire que c'est 1. L'équation de la réaction entre le zinc Zn et les ions Ag+, peut s'écrire. Alors Zn plus Ag+, donne Zn2+, plus Ag. Donc là, on vous propose 3 formules. Alors ce qu'il faut regarder, c'est la conservation donc, des charges. Ici, première chose, ici on a 1 plus dans les produits, dans les réactifs, pardon, ici 2 plus dans les produits, c'est pas possible. Ici on a 2 plus au global, 2 plus au global. Ensuite ici 2 plus et ici 2 plus. Donc a priori au niveau des charges, ces deux-là sont bonnes. Mais ici on vous dit qu'on veut l'équation de la réaction entre le zinc et les ions argent. Donc ça veut dire que le zinc et les ions argent doivent être du côté des réactifs. Donc ça veut dire que la seule réponse possible, c'est celle-là. Une équation de réaction traduit donc la conservation donc des éléments chimiques, des espèces chimiques, de la charge électrique, des éléments chimiques et de la charge électrique. Enfin, une équation de réaction où le cuivre Cu est un réactif donc peut s'écrire CuS donne Cul, 2CuOS plus CS donne 2CuS plus CO2 gazeux, 2CuS plus O2 plus donne 2CuO. Alors une équation de réaction où le cuivre est un réactif peut s'écrire. Alors si c'est un réactif, donc ça ne peut pas être celle-là, parce que celle-là en fait c'est juste une transformation chimique, une transformation physique, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que le cuivre ici a changé d'état, il est passé de l'état solide à l'état liquide, donc en gros il a fondu. Ensuite ici, vous avez le cuivre est un des réactifs. Ici le cuivre, regardez bien, le cuivre ici il se forme, il est du côté des produits, donc ça ne peut pas être ça. Et ici la seule réponse possible c'est celle-là, puisqu'effectivement ici vous avez du cuivre solide qui est du côté des réactifs. Donc voilà, donc j'espère que ces prérequis vous seront utiles pour bien attaquer la séquence 1.